On s'est tous déjà demandé ce qui se passerait si tous les pilotes de Formule 1 s'affrontaient avec des voitures identiques. Donc même config, même puissance, sans avantage d'écurie, seulement les pilotes et leur talent pur. Alors ça paraît impossible, pourtant en 1984, c'est exactement ce qui s'est passé. La course des champions. L'objectif était très clair, réunir tous les champions du monde de Formule 1 et les pilotes les plus prometteurs aux commandes de voitures identiques pour voir qui serait vraiment le meilleur. Et l'un d'entre eux, Ayrton Senna, avec seulement 4 courses en Formule 1, a montré qu'il avait ce petit quelque chose en plus. Bienvenue dans la course des champions. Alors pose ton like, abonne-toi si c'est toujours pas fait, et c'est parti. Le 12 mai 1984, le tout nouveau circuit du Nürburgring s'apprête à vivre un moment historique. 8 ans après le terrible accident de Niki Lauda en 1976 sur l'ancien tracé nord du Nürb, un circuit moderne et raccourci a été construit pour cette fois répondre aux exigences de sécurité. Et pour inaugurer ce magnifique nouveau circuit, Mercedes a l'idée du siècle. Une course unique, la coupe Mercedes-Benz ou encore la course des champions. Le concept est novateur et inédit, 20 pilotes de Formule 1 s'affrontant à armes égales. Tous au volant du même modèle, préparés spécialement pour l'occasion, afin de garantir une bataille où seul le talent du pilote fera la différence. Bon, il leur faut une caisse et ça tombe bien parce que Mercedes vient tout juste de finir le développement d'une nouvelle sportive, la 190E 2 litres 3 16 soupapes. Alors ça paraît anodin, mais c'est une vraie révolution pour la marque à l'étoile. Connue jusqu'alors pour ses voitures sages, confortables, destinées à un marché tout autre. Mais cette sportive de 185 chevaux, conçue en partenariat avec Cosworth, est là pour changer la donne. Pour la course, chaque voiture reçoit quelques modifications légères, suspension plus dure et rabaissée, arceaux de sécurité, freins renforcés, juste de quoi encaisser le pilotage de nos champions. Et oui, ils sont sur le point de pousser ces caisses dans leur retranchement. On se retrouve avec 20 Mercedes 190E, la moitié en gris métallisé, avec sur chacune d'elles le nom du pilote inscrit, et l'autre moitié en noir. Et regardez-moi la beauté de ces configs. L'enjeu de cette course est nul, pas de titre à la clé, seulement les pilotes, leur fierté et leur ego mis en jeu. Qui deviendra le meilleur du monde? L'homme capable de vaincre les meilleurs pilotes de tous les temps, à armes égales. L'autre exploit de Mercedes, c'est d'avoir réussi à réunir sur cette grille un plateau extraordinaire de pilotes, si ce n'est le plus prestigieux de tous les temps. Parce que vous le savez sans doute, mais les pilotes de Formule 1 sont réputés pour aimer la compétition. Donc les convaincre de concourir les uns contre les autres dans des voitures identiques, où seul le talent de chacun pourra faire la différence, sans pouvoir se cacher derrière l'excuse d'avoir une Formule 1 moins performante, ça, c'est une vraie prouesse. Et pour te faire comprendre l'ampleur de cette course, sur les 14 champions encore en vie, 9 ont répondu présent. Niki Lauda, double champion du monde et sur le point de remporter également la saison en cours, Jack Brabham, triple champion, John Surtees, champion et seul pilote à être titré en moto et en F1, James Hunt, champion de 76, Denny Hulme, Jody Scheckter, Phil Hill, Alan Jones ou encore Keke Rosberg, champion de 82, le père d'un certain Nico Rosberg. Les autres champions, quant à eux, ont chacun leur empêchement. Jackie Stewart a maintenu son vœu de ne plus concourir depuis la mort de son ami François Sévère. Emerson Fittipaldi et Mario Andretti sont retenus aux États-Unis pour les qualifications des 50 miles d'Indianapolis. Le champion en titre Nelson Piquet a décliné l'invitation. Et Juan Manuel Fangio, 72 ans à l'époque, sera seulement présent en tant qu'invité d'honneur. Mais ça ne fait que 9 pilotes sur la grille, il faut donc compléter tout ça. Alors d'autres pilotes d'exception ont été rajoutés comme Carlos Reutemann, John Watson, Jack Lafitte, Elio De Angelis, Hans Herrmann, Udo Schutz, Manfred Schurti, Klaus Ludwig et Alain Prost, vainqueur de Grand Prix. Hello, my name is Alain Prost. Même la légende Stirling Moss, un des plus grands pilotes sans titre mondial, viendra se joindre à l'événement. Et au milieu de toutes ces stars, il y a un invité surprise, un jeune pilote brésilien de 24 ans, un rookie débutant sa jeune carrière. N'ayant participé qu'à 4 Grands Prix de Formule 1 chez Toleman, son palmarès est maigre, seulement un titre de champion en F3 britannique, Ayrton Senna, bien sûr. Et s'il est là, c'est grâce à Gerd Kramer, le responsable marketing sportif chez Mercedes, qui a remarqué son talent et l'a suggéré pour compléter la liste prestigieuse. Et dites-vous que la plupart de ses concurrents ne le connaissent même pas. Mais pour Senna, ce n'est pas seulement une course de gala.
Il y voit l'opportunité de pouvoir prouver sa valeur face au maître de sa discipline. Mais avant de te parler du talent d'Ayrton Senna et de la course phénoménale qu'il a réalisée, tu le sais, dans l'automobile rien ne se passe comme prévu. Que tu sois en plein projet ou que tu roules avec une vieille caisse, il y a de fortes chances que tu aies besoin de pièces auto. Et si je te disais que tu pouvais justement trouver toutes ces pièces détachées super facilement grâce à Ovoco, le sponsor de la vidéo si tu n'as toujours pas compris. Ovoco, c'est une plateforme qui regroupe plus de 5000 vendeurs pro en Europe avec des millions de pièces d'occasion en stock. Autant te dire que tu as de très grandes chances de trouver exactement ce dont tu as besoin. Tiens, viens, faut que je te montre un truc. Tiens, regarde ma coque de rétro. Ah, j'ai déconné, ouais. Bon, t'as dû voir, mais la coque de mon rétro est complètement rayée. Donc au lieu de faire le tour de toutes les cases pour essayer d'en trouver un intact, j'ai la solution. Tiens, regarde, c'est super simple. T'as juste à te rendre sur ovoco.fr. Tu viens taper le nom de ta marque, donc BMW, la série 3. En l'occurrence, c'est une E46. Hop, et le nom de la pièce, donc le rétroviseur. Et voilà. Et ici, on a toutes les pièces de rétroviseur, donc les coques de rétroviseur. Celle-ci était parfaite. On vient l'ajouter au panier. Et rien de plus. Et ce qui est top, c'est que les vendeurs sont des professionnels de la pièce détachée, avec une livraison sous les 7 jours. Si la pièce ne te convient pas, aucun souci, il y a une politique satisfait ou remboursé, et tu as 14 jours pour renvoyer ton produit. J'ai un petit code de réduction qui peut te faire plaisir, 15% de réduction sur les frais de livraison, je te mets le lien en description. Allez, on retourne au Nürburgring. 120 000 spectateurs sont attroupés autour de ce nouveau circuit. Le temps est humide. Sur la grille, les champions, certains sont détendus, d'autres concentrés. Deux moods différents, une partie présente pour s'amuser, l'autre prête à se battre pour la victoire. Dans les interviews de pré-course, la plupart sont là pour rigoler et faire plaisir à Mercedes. Mais Ayrton Senna voit les choses complètement différemment. Pour lui, c'est l'opportunité rêvée de se mesurer au meilleur dans des conditions égales. Il n'a rien à perdre et tout à y gagner. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé pendant la course ? Bon, pour commencer, durant les qualifications, Alain Prost signe le meilleur temps et sera donc en pole position. Juste derrière lui se retrouve Carlos Reutemann, pourtant retraité, qui lui aussi signe un chrono impressionnant. Et en troisième position, notre Brésilien est bien là, en pleine forme, décidé à gagner. Niki Lauda, lui, se contentera de la 14e position sur la grille en ayant manqué les essais libres pour cause d'obligations médiatiques. C'est l'heure de la course. 12 tours à effectuer sous un ciel gris et une piste légèrement humide. Dès l'extinction des feux, Ayrton Senna, 3e, attaque directement sans se poser de questions. Il vient prendre l'intérieur du premier virage et bousculer Prost qui n'arrivera pas à maintenir sa première place et se fera aspirer par le peloton. Pas de chance pour lui, Prost est heurté de l'arrière par De Angelis et devra retourner au stand réparer un élément de suspension. Au moins, c'est clair, ce n'est pas parce que c'est une course de gala que tout le monde va rouler gentiment. D'ailleurs, ce premier duel entre les deux est pour beaucoup vu comme le point de départ de leur rivalité. Et d'ailleurs, détail assez drôle, le matin même, c'est Prost qui a accueilli Senna en le conduisant de l'aéroport au circuit. Bon, la diffusion des premières secondes de course s'est complètement foirée. La réalisation diffusait encore le discours du président de la région, ce qui fait que nous avons raté les premiers instants. À l'arrière, plusieurs pilotes prennent l'épreuve à la légère, ce qui donne des scènes assez lunaires, genre James Hunt qui coupe les virages dans l'herbe pour gagner du temps. Hans Hermann de son côté roule au ralenti. Il avait négocié l'achat de sa voiture et voulait absolument la ramener intacte chez lui. John Surtees, de son côté, ne fait pas confiance à l'ABS de sa voiture et décide donc de rouler prudemment. Deux courses en parallèle sont en train de se dessiner, celle en tête sur la piste et celle en fond de peloton. Mais un champion ne s'amuse pas du tout. Parti sur la 7ème ligne, Niki Lauda est concentré et attaque lui aussi dès le début. Sous son casque, son regard est vif. On le sent motivé, comme s'il jouait la victoire d'un GP. Très vite, il entame une remontée impressionnante, dépasse chaque concurrent avec une précision chirurgicale. En quelques tours, il est déjà remonté 5ème. Il commence par dépasser les pilotes les moins rapides, puis s'attaque à des pointures, comme Jordi Scheckter ou Keke Rosberg. L'Autrichien est à fond. Il utilise chaque recoin de la piste, pousse ses freinages, soigne ses trajectoires. Tour après tour, Lauda gagne du terrain. Le voilà 3ème à la mi-course et après quelques virages supplémentaires dépasse Jack Brabham. C'est maintenant que va se jouer un duel de pilotage où seule l'expérience ou le talent mènera à la victoire. Lauda contre Senna. Sauf que notre Brésilien a la route libre devant lui et compte bien en tirer avantage. Et comment expliquer tout ça ? Tout est parfait. Ce jour-là, Ayrton Senna va nous offrir une vraie leçon de pilotage. Sa conduite est fluide, contrôlée et calculée au millimètre. À aucun moment tu ne le vois brusquer la voiture
tout est smooth. Il module en permanence la pression sur l'accélérateur pour atteindre la limite de l'adhérence et stabiliser sa voiture en sortie de virage. On a l'impression que sa voiture flotte, tout est parfaitement fluide. Tu combines à ça une précision parfaite sur ses trajectoires qui lui permet de passer au plus près des vibreurs sans les heurter. On le voit d'ailleurs super bien juste ici, Senna frôle parfaitement le point de corde, suivi de Lauda le ratant de quelques millimètres, les deux suivants le ratant de peu également, et le reste mangeant complètement le vibreur. Et cette conduite au millimètre a d'ailleurs été prouvée plus tard lors du Grand Prix de Dallas en 1984. Senna percute un mur en béton et affirme à son ingénieur que ce n'est pas une erreur de pilotage, mais que le mur s'est déplacé. Et effectivement, après la course, ils ont découvert que le mur avait bien bougé de 4 à 10 mm, prouvant une conduite avec une précision infime. Bon, Senna vole en tête de peloton et ne faiblit pas malgré la pression d'un multiple champion du monde lancé à sa poursuite. Et tour après tour, il tient tête. Lauda, de son côté, tente le tout pour le tout. Après avoir traversé l'entièreté du peloton, veut lui aussi décrocher la victoire. Mais la tâche ne va pas être si simple, alors concentré, il aligne les tours rapides. Mais se rend très vite compte que les tours restants ne sont pas assez suffisants pour rattraper son retard. Devant, Senna ne lâche pas et tient tête. Qui aurait parié là-dessus ce matin? Le rookie joue sa vie, offrant une confiance totale en l'adhérence de sa voiture. Plus qu'un tour à tenir, un dernier tour sans erreur, alors il reste concentré. Ce n'est pas le moment de décrocher parce qu'une simple sortie de trajectoire et ce serait la fin. En sortant de l'ultime courbe, Ayrton Senna aperçoit le drapeau à damier agité et fonce vers la ligne d'arrivée. Victoire du Brésilien. Alors la victoire d'un rookie sorti de nulle part, ça fait forcément plaisir, non? Eh bien, pas pour tout le monde. En fait, Mercedes était même dégoûté, en quelque sorte, de sa victoire. Leur objectif était de mettre en avant leur nouveau modèle, la 190E, et qu'un grand nom gagne la course pour générer un impact médiatique immédiat. Et oui, afficher Prost ou encore Lauda au volant de la nouvelle Mercedes aurait eu un impact bien plus grand. Parce que Senna, je le rappelle, personne ne le connaissait. Il aura fallu attendre patiemment quelques années avant de savourer pleinement sa victoire. Et quelles ont été les réactions des pilotes? Alain Prost, qui avait été dépassé brusquement par Senna en début de course, a dévoilé plus tard que la conduite du Brésilien était un poil trop agressive. Il a sûrement pris conscience à ce moment précis qu'il faisait face à un adversaire redoutable. Et cet événement est souvent considéré comme le point de départ de l'une des plus grandes rivalités de l'histoire de la Formule 1. Niki Lauda, de son côté, ayant terminé second, a déclaré avoir immédiatement reconnu le talent fou de ce pilote. Et venant de lui, c'est loin d'être anodin. Finalement, c'est Juan Manuel Fangio qui a remis le trophée au vainqueur. Concernant les Mercedes, celle de Senna est exposée au musée de la marque à Stuttgart et celle de Lauda a été remise à un collectionneur suisse. Et il y a 2 ans a été revendue pour près de 340 000 $ aux enchères. Seuls ces 2 exemplaires sont restés en configuration de course, toutes les autres ont été retransformées en voitures pour le grand public. La course des champions, ce n'est pas seulement une course, c'est le moment où Senna s'est dévoilé et a prouvé au monde son pur talent de pilotage. Cette course, où seule la maîtrise et le parfait contrôle de sa monoplace a pu faire la différence. D'ailleurs, je ne sais pas toi, mais je rêverais de voir une course similaire de nos jours, parce qu'avec un Franz Herrmann qui ne se débrouille vraiment pas si mal, je me demande aussi comment les autres pourraient s'en sortir. En tout cas, si t'es toujours là, merci d'être resté. On n'oublie pas le petit like, tu t'abonnes si ça te plaît, et on se retrouve bientôt.